Et si tout basculait à cause d'un simple avertissement resté lettre morte? Jadis, l'ECOWAS était la sentinelle de la paix en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle vacille, accusée de frôler la guerre qu'elle devait empêcher. Comment une organisation née de l'espoir peut-elle devenir le visage d'une division redoutée? Pour comprendre l'ampleur de la menace qui plane aujourd'hui, il faut s'attarder sur la profondeur de la crise. Imaginez un instant une réunion d'urgence à Abuja, capitale du Nigeria, où les chefs d'État, habituellement confiants, fixent la table, inquiets. Les regards échangés ne sont plus ceux de partenaires unis, mais de voisins méfiants. Les décideurs redoutent chaque nouvelle alerte venant du Sahel, car ils savent qu'un mauvais choix aujourd'hui pourrait condamner demain toute une génération. Le Sahel n'est plus un théâtre lointain pour les capitales d'Afrique de l'Ouest. Il en est devenu le cœur palpitant, le véritable test moral et politique du continent. Dans cette zone immense qui s'étend du Sénégal jusqu'au Tchad, chaque mot, chaque décision, chaque sanction fait trembler l'avenir de toute la région. Pensons à Bamako, Niamey, Ouagadougou. Ces villes, jadis simples points sur la carte, sont devenues les épicentres d'un bouleversement qui concerne directement plus de 100 millions d'Africains. L'escalade est palpable. Les sanctions s'accumulent, les discours se tendent, la confiance s'effrite. L'équilibre déjà précaire menace de s'effondrer d'un instant à l'autre. Des commerçants se retrouvent soudain coupés de leur approvisionnement. Des étudiants, autrefois libres de circuler, s'interrogent sur leur avenir. Mais alors que l'affrontement paraît inévitable, une voix inattendue s'élève, celle de John Dramani Mahama. L'ancien président du Ghana n'est pas un simple spectateur. Son intervention, mesurée mais déterminante, replace la retenue et le dialogue au centre du débat. Il ne brandit aucune menace. Il rappelle avec sobriété qu'aucune victoire durable ne naît de la force brute. Cette posture, rare à un moment de tension, évoque l'attitude de Nelson Mandela lors de la transition sud-africaine, où la retenue et le dialogue l'ont emporté sur la revanche. Ignorer ce signal, c'est risquer la désintégration totale de l'Afrique de l'Ouest. La crédibilité de l'ECOWAS, la survie du dialogue régional, la stabilité économique et même l'image de l'Afrique sur la scène mondiale dépendent désormais de ce fil ténu, le respect du dialogue et de la souveraineté. Rappelons-nous la dislocation de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Faute de dialogue, une région entière a plongé dans le chaos. L'Afrique de l'Ouest peut-elle échapper à ce sort? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette intervention change-t-elle la donne et en quoi ce moment diffère-t-il des crises précédentes? Pour saisir l'ampleur du bouleversement, il faut revenir à la source des fractures qui ont transformé le Sahel en nouvel épicentre du continent. Les racines de la crise plongent loin dans l'histoire récente, bien au-delà des derniers soubresauts politiques. Pour comprendre l'impasse actuelle, il faut décortiquer la mécanique des ruptures successives qui ont sapé la confiance régionale. Par exemple, la crise ivoirienne de 2010, où la CEDEAO fut critiquée pour sa gestion, a laissé des cicatrices profondes, tout comme la guerre civile libérienne dans les années 90, qui avait déjà mis à l'épreuve la solidarité régionale. Là où beaucoup n'aperçoivent qu'un rituel, la politique ouest-africaine découvre un laboratoire du pouvoir. Dans cette région, chaque geste lors d'une cérémonie, chaque parole prononcée sur une estrade sacrée porte la même intensité politique qu'une décision prise à huis clos. Le couronnement traditionnel d'un chef, l'attribution d'un titre honorifique, sont autant de leviers d'influence que les sommets diplomatiques. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ECOWAS, a vu le jour il y a presque un demi-siècle. Son objectif initial, ériger un rempart collectif contre la guerre, privilégier le dialogue et la solidarité, miser sur la prévention plutôt que sur la force armée. Lors de sa fondation en 1975, elle s'inspirait d'autres expériences comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui avait permis de réconcilier la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais ici, la légitimité ne repose jamais seulement sur des textes ou des traités. En Afrique de l'Ouest, l'autorité s'enracine dans les symboles, les titres et les cérémonies ancestrales. Se faire reconnaître lors d'une investiture, c'est obtenir une légitimité que ni les urnes ni la violence ne suffisent à garantir. C'est dans les palais royaux du Bénin, les chefferies du Nigeria ou les conseils de sages du Burkina Faso que se jouent souvent les vraies alliances. C'est ce qui confère au Ghana un rôle singulier. Le Ghana, loin d'être un simple voisin ou un arbitre neutre, agit comme un pont entre des camps rivaux. Lorsque le président John Dramani Mahama prend la parole sur une plateforme d'honneur au Nigeria, il ne parle pas seulement en chef d'État. Il devient le gardien d'une histoire commune, transformant une distinction culturelle en appel à la responsabilité collective.
un peu comme Léopold Sédar Senghor, poète et président, qui savait transformer les cérémonies en véritables actes politiques. Ici, évoquer le Sahel, ce n'est pas désigner un problème lointain, c'est mettre en jeu tout l'équilibre régional, le devoir moral envers ceux qui partagent la même terre, la conscience des liens économiques et sécuritaires, la crainte que la crise d'un pays ne devienne celle de tous. La frontière en Afrique de l'Ouest n'est jamais hermétique. Le feu qui prend chez le voisin finit toujours par franchir la barrière. L'exemple du conflit en Sierra Leone dans les années 90, qui a débordé sur le Libéria et la Guinée, illustre ce principe implacable. Réduire la politique régionale à des règlements formels ou à la menace de sanctions, c'est prendre le risque de perdre le bien le plus précieux, le capital culturel et historique, ce socle invisible qui nourrit la confiance et permet d'éviter l'effondrement. N'oublions pas que l'Union africaine elle-même s'est construite sur la reconnaissance des valeurs ancestrales et la recherche d'unité, pas seulement sur des textes juridiques. Mais ce capital symbolique, déjà fragilisé par la montée des tensions, va bientôt être mis à rude épreuve par deux logiques politiques opposées, incapables de coexister durablement. Cette contradiction rappelle celle qui a opposé, en Europe, l'OTAN et le pacte de Varsovie, chacun défendant une vision irréconciliable de la sécurité collective. L'ECOWAS s'apprête à choisir sa voie, préserver l'unité africaine par le dialogue ou céder à la tentation de l'affrontement. Dans les coulisses, une bataille d'influence se prépare où la moindre décision peut bouleverser l'équilibre régional. On se souvient des débats houleux lors de la crise gambienne en 2016 où l'intervention armée a failli basculer dans l'irréparable. Deux visions opposées de la stabilité s'affrontent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. L'une impose, l'autre écoute. Mais laquelle sauvera vraiment la région ? Au cœur du bras de fer entre l'ECOWAS et les États du Sahel, c'est l'âme même du projet régional africain qui se joue, dans une lutte silencieuse pour la légitimité et l'avenir. D'un côté, l'ECOWAS s'accroche à la logique institutionnelle. Face aux coups d'État et à la fragmentation de l'ordre régional, elle répond par l'intervention, les sanctions économiques, parfois la menace militaire. Cette méthode puise dans l'histoire. Par le passé, l'enforcement semblait garantir la stabilité. Rappelons-nous l'opération ECOMOG au Libéria dans les années 90. Elle a permis de stopper momentanément le chaos, mais a aussi laissé des rancœurs durables. Pourtant, aujourd'hui, ce réflexe paraît de plus en plus décalé. Pour les sociétés du Sahel, épuisées par la violence et l'insécurité, la force n'est plus perçue comme une solution, mais comme une pression supplémentaire. En face, une nouvelle logique émerge, celle du dialogue. Il ne s'agit pas de naïveté, mais d'une stratégie qui prend acte des échecs du passé. La stabilité imposée sans consentement reste fragile. Le dialogue vise à préserver la cohésion en écoutant les aspirations profondes, en respectant la souveraineté et en bâtissant, même lentement, une confiance authentique. Cette approche évoque la transition pacifique vécue au Cap-Vert après son indépendance, où le consensus a primé sur la confrontation. Cette mutation s'incarne dans des figures comme Ibrahim Traoré. Porteur d'un discours contestataire, il refuse la tutelle de l'extérieur et séduisent une jeunesse lassée d'être spectatrice. Pour une part croissante de la population, il ne s'agit plus seulement de réintégrer le Sahel, mais de le voir reconnu comme acteur à part entière, porteur de revendications légitimes. Cette dynamique rappelle celle du mouvement panafricaniste des années 60, où les jeunes leaders, tels que Kwame Nkrumah, réclamaient une voix propre. Mais la confrontation n'est pas sans risque. Plus l'ECOWAS accumule les sanctions et agite la menace de la force, plus elle nourrit une résistance qui pourrait lui échapper. Au lieu d'isoler les régimes du Sahel, la pression extérieure risque de les unir autour d'un ennemi commun et de renforcer leur rejet de l'ordre régional. L'image même de l'ECOWAS s'effrite, menaçant de réduire l'institution à une force coercitive discréditée. On se souvient des conséquences de l'embargo contre la Côte d'Ivoire en 2004, qui a exacerbé le ressentiment populaire. Derrière l'unité affichée, les fissures internes s'élargissent. Plusieurs États membres hésitent, tiraillés entre solidarité de façade et calcul privé. Les discours officiels cachent la peur de la contagion et le risque de représailles. Si la logique de l'enforcement domine, la désintégration du bloc régional devient une menace concrète. L'histoire de la Ligue arabe, souvent paralysée par les divisions internes, en offre un exemple frappant. Persister dans la force, c'est risquer une rupture irréversible, non seulement pour l'ECOWAS, mais pour tout le projet d'intégration régionale. La crise révèle que la stabilité ne peut plus être décrétée d'en haut, ni imposée par la peur. Elle doit se reconstruire sur le respect mutuel et l'écoute réelle des peuples.
Sinon, la paix restera une illusion fragile. L'expérience du Rwanda post-génocide l'a bien montré. La réconciliation n'a pu fonctionner que par un dialogue inclusif et patient. Le dilemme s'est posé: continuer sur la voie de la coercition ou inventer un modèle de stabilité fondé sur le dialogue. La suite dépendra de la capacité des acteurs à entendre les voix qui montent au camp du Sahel. La crise en RDC, longtemps aggravée par l'absence d'écoute des revendications locales, offre un contre-exemple à méditer. Ce qui se joue ici dépasse la rivalité entre dirigeants. C'est l'avenir de la survie collective en Afrique de l'Ouest qui se redéfinit, en temps réel. Chaque sanction, chaque suspension de dialogue produit des répercussions immédiates, palpables, parfois irréversibles pour des millions d'hommes et de femmes. Les marchés s'effondrent, le commerce ralentit, la mobilité s'amenuise et les communautés les plus vulnérables voient leur quotidien basculer du jour au lendemain. Au Burkina Faso, les familles peinent à acheter du riz ou du carburant. Au Niger, les étudiants sont coupés de leurs bourses. Au Mali, certains villages ne reçoivent plus d'aide médicale. Dans les villages frontaliers, comme dans les grandes métropoles, les familles affrontent la flambée des prix, la pénurie de produits essentiels et la crainte d'un futur incertain. La solidarité régionale, autrefois perçue comme un rempart, s'effrite à mesure que les tensions s'installent. Les réseaux informels, longtemps garants de l'échange, ploient sous le poids hâtant des fermetures et des contrôles accrus. L'existence de beaucoup se résume désormais à un fragile exercice de survie. À Bamako, des communautés entières s'organisent pour acheter du pain en commun ou partager les rares médicaments disponibles. Pourtant, la crise actuelle ne se limite pas à ces symptômes visibles. Elle agit comme un révélateur institutionnel. L'ECOWAS peut-elle préserver sa crédibilité sans trahir les intérêts de ceux qu'elle prétend protéger? L'organisation traverse une crise de légitimité inédite. Derrière l'affichage d'unité et de fermeté, le doute s'insinue dans chaque capitale. Chacun évalue ses risques, ses failles, hésitant entre logique politique, peur d'une escalade incontrôlable et tentation du repli national. On se souvient des divisions internes de l'Union européenne lors de la crise migratoire de 2015. Si l'ECOWAS venait à perdre cette légitimité, ce ne serait pas seulement un revers diplomatique. Les alliances régionales se videraient de leur sens et chaque crise ultérieure, qu'elle soit sécuritaire, économique ou humanitaire, deviendrait plus profonde et plus difficile à résoudre. La coopération se réduirait à une coquille vide et chaque sanction pourrait engendrer de nouveaux adversaires, de nouvelles lignes de fracture. Lors de la crise syrienne, la paralysie de la Ligue arabe a illustré ce risque. Au-delà des frontières régionales, la pression s'intensifie encore. Les observateurs internationaux considèrent l'Afrique de l'Ouest comme un laboratoire de la gestion des crises, attendant d'elle qu'elle démontre sa capacité à résoudre ses propres conflits sans ingérence extérieure. Chaque blocage, chaque échec entame la réputation collective et fragilise la voix de la région sur la scène mondiale. L'exemple du Rwanda, dont le génocide a révélé l'impuissance des organisations régionales, hante encore les mémoires. Si rien ne bouge, si le statu quo s'installe, alors le dialogue finira par s'effondrer. L'intégration régionale, patiemment bâtie pendant des décennies, risque de s'évaporer dans l'amertume et la défiance. Chaque mesure coercitive accroît le ressentiment, isole davantage et prépare les futures confrontations. Les experts rappellent que, dans les Balkans, chaque sanction a creusé les divisions au lieu de les résorber. Face à cette impasse, une question cruciale demeure. Quel chemin reste ouvert et quel sera le coût réel de chaque choix que l'ECOWAS s'apprête à faire? À ce point de bascule, chaque décision pèsera lourdement sur le destin de la région. Analyser les scénarios possibles révèle l'ampleur des risques et des sacrifices à venir. 3 chemins se dessinent, imposer, geler ou reconstruire, chaque option porte en elle l'écho d'un avenir forgé ou brisé. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins, face à 3 scénarios qui engagent de bien plus que la simple survie institutionnelle. À chaque carrefour, la légitimité, la paix et l'image du continent sont en jeu. Premier scénario, la confrontation. Si la CEDEAO choisit la force, elle n'affirme pas seulement son autorité, elle la dilapide. Ce choix ouvre la porte à une crise longue, aux frontières mouvantes, où les civils paient le prix fort, coincés entre sanctions, discours martiaux et la peur rampante d'une escalade. Loin de restaurer l'ordre, la confrontation fracture la région, affaiblit la parole collective et alimente le cycle des représailles. Nulle paix durable ne naît de la contrainte. Ce fut le cas lors de la guerre de Biafra, où la répression a engendré des décennies de ressentiment. Deuxième option, la paralysie.
Pas de guerre ouverte, mais pas d'issue non plus. Ici, le conflit s'installe, les institutions s'épuisent, et la région glisse lentement vers la fragmentation, minée par la défiance et les ingérences extérieures. La CEDEAO se retrouve spectatrice, impuissante face à l'émiettement, chaque État cherchant refuge dans l'isolement ou le soutien de puissances étrangères. Ce statu quo toxique dissout la confiance et fait disparaître jour après jour l'idée même de projet commun. L'exemple de la communauté des États indépendants après la chute de l'URSS illustre ce type d'impasse. Troisième voie, le dialogue refondateur. Il ne s'agit pas d'un simple simulacre de discussion, mais d'accepter la souveraineté de chacun et de rebâtir la stabilité sur une dignité partagée. Ce chemin exige que chaque acteur écoute l'autre, accueille ses craintes et ses espérances et invente de nouvelles règles ensemble. C'est le plus ardu, mais c'est le seul capable de restaurer la légitimité régionale et d'ouvrir la porte à une paix durable, tissée sur le respect des peuples. La Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud offre un exemple de ce qui peut être accompli lorsque l'écoute prévaut sur la rancœur. L'attitude de Traoré au Burkina Faso n'est pas un geste isolé. Elle incarne une aspiration régionale profonde, ne plus subir mais reprendre son destin en main. Ce détachement n'est pas une simple provocation, c'est le signe d'une rupture de confiance généralisée envers une gouvernance perçue comme imposée et distante. Dans les rues de Ouagadougou, on entend des slogans réclamant une « Afrique pour les Africains ». La leçon de Mahama, ancien président du Ghana, résonne avec force. La véritable autorité d'un dirigeant africain ne tient pas à l'intimidation, mais à la retenue, à l'écoute. Il rappelle que rassembler, apaiser et reconnaître la souffrance de l'autre construit bien plus que la menace ne le fera jamais. Ce principe se retrouve dans la philosophie Ubuntu. Setchanatar, Sekakra, je suis parce que nous sommes. Le risque est immense. Un mauvais choix ne sacrifiera pas seulement la CEDEAO, il façonnera pour une génération entière l'image même de l'Afrique. Sans dialogue, la porte s'ouvre à l'isolement, à la méfiance et à la perte des repères communs sur la scène mondiale. La diplomatie africaine, qui avait gagné en prestige lors de la médiation sur le dossier iranien ou la Centrafrique, risquerait de tout perdre. Une question demeure pressante: comment préserver, à chaque niveau, la voie du dialogue face à la tentation de l'affrontement ou du repli? Pour comprendre comment ces scénarios prennent racine, il faut remonter aux origines de la crise de confiance qui mine la région. Qui aujourd'hui est encore capable d'incarner ce dialogue refondateur? C'est dans les choix silencieux que l'histoire s'écrit, et votre voix pèse plus lourd qu'il n'y paraît. Car ce n'est pas seulement l'affaire des chefs d'État ou des diplomates. Les citoyens, les associations, les jeunes et les femmes peuvent peser. Au Sénégal, lors de la crise électorale de 2012, la société civile a joué un rôle clé dans la préservation de la paix. Elle a organisé des forums de dialogue, des caravanes pour la paix et a su rappeler aux dirigeants la nécessité d'écouter la voix du peuple. Ce qui se joue aujourd'hui en Afrique de l'Ouest dépasse de simples désaccords institutionnels. L'avenir de toute une région dépend de notre capacité à choisir le dialogue plutôt que la force. Les conséquences de l'échec seraient incalculables. Migration massive, appauvrissement durable, marginalisation sur la scène internationale. Ignorer la discussion, c'est affaiblir la légitimité des institutions et ouvrir la porte à des conflits qui pourraient en durer des générations. À l'inverse, écouter, respecter et échanger, c'est offrir à la région une chance de bâtir une stabilité enracinée dans la souveraineté des peuples et non dictée par la peur. Des expériences récentes, comme la paix fragile obtenue aux Comores grâce au dialogue inclusif, montrent qu'il existe toujours une alternative à la violence. Chaque fois que nous détournons le regard, nous laissons d'autres prendre en main notre avenir commun. Mais c'est justement maintenant, quand la tension monte, que l'engagement citoyen devient crucial. Les collectifs de jeunes au Mali, les réseaux de femmes au Niger, les plateformes interreligieuses au Nigeria, tous ont prouvé qu'une mobilisation collective pouvait changer la donne. Accepter que la crise se règle sans la voix des populations, c'est sacrifier la paix et la dignité sur l'autel de la facilité. Pourtant, si nous restons vigilants, si nous faisons le choix de la compréhension et de la solidarité, alors l'Afrique de l'Ouest peut encore écrire un autre destin, fondé sur la justice et le dialogue. Les conférences nationales souveraines, au Bénin ou au Togo, dans les années 90, ont montré que la refondation par l'écoute est possible. La responsabilité de questionner, d'exiger des comptes et de défendre le bien commun ne repose pas sur une poignée de personnes. Elle est entre les mains de chacune et chacun d'entre nous. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons garantir la paix, la dignité et la crédibilité de nos institutions.
Les plateformes numériques, les radios communautaires, les réseaux associatifs offrent de nouveaux outils pour relayer la voix du dialogue. L'avenir de la région ne sera pas sauvé par les armes ni par la peur, mais par une volonté partagée de reconstruire la confiance et de replacer la voix des peuples au cœur du projet régional. Pour y parvenir, des étapes concrètes peuvent être envisagées. Premièrement, instaurer des dialogues inclusifs à tous les niveaux, associant les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les entrepreneurs et les leaders religieux. Au Mali, le dialogue intercommunautaire a permis d'éviter l'embrasement dans plusieurs régions en 2019. Deuxièmement, renforcer l'éducation à la paix et à la citoyenneté régionale dès le plus jeune âge. L'école peut devenir le creuset d'une nouvelle conscience africaine, à l'image des clubs de paix lancés au Sénégal depuis 2015. Troisièmement, faciliter la libre circulation des personnes et des biens, même en période de crise, grâce à des corridors humanitaires et économiques négociés. Cela a été expérimenté avec succès lors de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Niger, où des couloirs ont permis l'acheminement de médicaments vitaux. Quatrièmement, créer des mécanismes indépendants de médiation et d'alerte précoce, capables d'intervenir avant que les tensions ne dégénèrent en conflits ouverts. L'Union africaine a déjà initié ce type d'outils avec le panel des sages, qui pourrait être renforcé au niveau ouest-africain. Cinquièmement, encourager une communication transparente et continue entre les institutions régionales et les citoyens. Les radios communautaires, les plateformes numériques et les assemblées de quartier peuvent servir de relais pour apaiser les peurs et dissiper les rumeurs. Enfin, promouvoir la mémoire partagée des réussites du dialogue et de la paix. Célébrer les moments où l'Afrique de l'Ouest a su éviter le pire, comme lors de la crise gambienne, donne confiance en la capacité collective de surmonter les épreuves. Toutes ces étapes ne sont pas utopiques. Elles exigent du courage, de la persévérance et la conviction que la paix n'est jamais acquise, mais toujours à construire. L'histoire du continent regorge de moments où tout semblait perdu, avant que l'audace d'un dialogue ne fasse renaître l'espoir. Aujourd'hui, alors que l'ECOWAS se trouve à la croisée des chemins, souvenons-nous, il n'y a pas de fatalité. Refuser la division, c'est choisir l'avenir. Ouvrir la porte au dialogue, c'est offrir à l'Afrique de l'Ouest la chance de redevenir un modèle de solidarité et de dignité partagée. À vous, à nous tous, de répondre à l'appel du moment. Car chaque voix compte, et c'est ensemble que se